106.8 FM et sur arabelle.fm. En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Eh bien, il est 18h06, bienvenue sur Arabelle FM pour ce nouveau numéro de Zone Technique qui replace l'entraîneur au centre du jeu, avec ce soir deux invités qui font partie du titre de l'Union Saint-Gilloise, et comme on dit depuis une semaine, après 48 ans, c'est historique. Et nous accueillons donc les hommes de l'ombre. Donc nous n'accueillerons pas Felice Mazou ce soir, mais nous allons accueillir une partie des hommes de l'ombre qui ont contribué à ce titre de l'Union Saint-Gilloise. Et on accueille Sandro Salamon. Bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es le vidéo analyste. Oui. Et Laurent Deratte, qu'on a accueilli il y a pas très longtemps sur ce plateau, qui est l'entraîneur des gardiens. Bonsoir à tous et toutes. Voilà. Est-ce que vous êtes remis déjà du titre ou pas? Ou c'est encore l'effervescence ou... On s'est déjà remis du titre, on s'est remis au travail. On a d'ailleurs eu un match amical hier. On a eu un match de championnat contre Westerlo. Et on a montré à tout le monde qu'on avait envie de continuer à gagner et de continuer à décrocher un maximum de records. Et oui, et on prépare aussi peut-être aussi la saison prochaine déjà. Est-ce que dans la tête, on se projette déjà dans cette D1-1? Je pense que en foot, il faut avoir un œil sur ce qui se fait dans le futur, mais on doit d'abord savourer ce qu'on a vécu. Et puis, comme Sandro le disait, on s'est remis au travail et on veut terminer proprement la saison. Donc, oui, on a un œil sur ce qui se fait en Division 1, mais on n'y est pas encore. Donc, d'abord la D1B. Bien. Avant ça, peut-être on va se remettre un peu dans l'ambiance. Je sais pas. Peut-être avec ça. Ça vous dit quelque chose? Ça fait frissonner malgré tout. Est-ce que vous savez la chanter ou pas? Sandro, c'est la chanter. Allez, on va la remettre une fois et on va la chanter. Moi, je l'ai découvert au niveau des paroles. Je trouve ça, franchement, c'est magnifique, je trouve. Ouais, c'est bien. T'as un copion là. Ouais, moi j'ai un copion. Bah oui, je suis pas un copion. Vous n'en connaissez pas? Sandro, Si, hein. Sandro la connaît. Allez, on va la remettre une fois. On va la chanter. Allez. Ma belle, je t'aime, j'adore ton emblème, t'es cool dans mon cœur. Et quand vient le week-end, au parc du Den, je chante pour mon club. Allez, l'Union. Voilà. Et puis, les bouchons de champagne ont commencé à voler dans tous les sens. Ouais, les bouchons de champagne. Malgré le Covid, vous avez quand même pu un peu faire la fête en respectant les mesures sanitaires quand même pour pouvoir fêter ce titre. On était dans notre bulle, donc oui, on a un peu fait la fête. On a essayé de pas trop exagérer, mais effectivement, on est resté au stade avec les joueurs, le staff, et on a essayé d'en profiter ensemble, en respectant un maximum les barrières Covid, mais les gestes barrières, je veux dire. Mais bon, pour le reste, oui, c'est 48 ans, c'est exceptionnel pour le club, mais au-delà du club aussi pour le travail qu'on a fourni. C'était une année extraordinaire et on va y revenir. on ne se voyait pas ne pas fêter le titre. Surtout, effectivement, on va y revenir. Sandro, est-ce que tu peux, toi, expliquer un peu ton rôle finalement dans ce staff? Quel a été ton job tout au long de cette année? Principalement, l'analyse de nos performances et l'analyse des performances des adversaires. Donc, la première chose en préparation, c'était de voir comment on allait évoluer dans le système de jeu dans lequel on allait évoluer, quelles étaient nos forces, nos faiblesses, essayer de faire progresser les joueurs à l'aide des vidéos, essayer de montrer au staff quelles étaient les lacunes et les forces qu'on avait. Puis par rapport aux adversaires, principalement essayer de trouver des points faibles, tout en mettant aussi en lumière leurs points forts. Et je pense que sur l'ensemble de la saison, on n'a pratiquement jamais été surpris sur ce que l'adversaire nous a proposé. Donc ça met les joueurs en confiance. Ça, c'est le rôle principal de l'analyse vidéo. Puis à côté de ça, avec l'aide de Karel Gerhardt, on a travaillé les phases arrêtées offensives ensemble pour essayer d'apporter quelque chose de spécifique à chaque match. Et parfois ça réussit moins bien. Est-ce que de jouer 4 fois contre la même équipe, ça aide aussi à ce niveau-là ou pas?
Ou finalement l'adversaire, est-ce que tu as constaté qu'en jouant justement d'avoir ce type de championnat, l'adversaire s'est adapté, il a peut-être changé son système? Il y a très peu d'équipes qui ont changé leur système et en fait, c'est pas forcément quelque chose de bien pour l'analyste vidéo parce qu'on pourrait avoir tendance à tomber dans une routine qui nous permet pas de voir les détails. En plus, cette saison-ci, il y a eu très peu de changements d'entraîneurs dans les clubs, donc très peu de changements de système. Ce qui fait que c'est vrai que le travail peut paraître lassant, même pour les joueurs. Voir 4 fois la même chose sur les adversaires, ça peut paraître lassant, mais il y a quand même eu quelques variations. Et puis on a essayé d'apporter une touche spécifique à chaque match, d'apporter quelque chose en plus pour pouvoir garder les joueurs en alerte avec les nouveautés, plutôt que de toujours rester cantonné dans ce que les adversaires font. À un moment donné, on parle plus de nous que de l'adversaire. Et est-ce que, parce que j'ai vu au départ que vous jouez au 4-3-3 départ et puis vous êtes passé en 3-5-2. Oui. Est-ce parce que le système n'était pas adapté ou vous avez dit par rapport aux joueurs, en profil de jeu, on va jouer un autre système de jeu? On a fait une excellente préparation en 4-3-3 où on a quasiment tout gagné, à l'exception de notre premier match à Schaerbeek et d'un match à Genk. Mais donc le système tournait vraiment bien. Après, le championnat a commencé, on a eu des petites blessures, des petits pépins. Et on s'est retrouvé à jouer un match charnière de notre saison à Molenbeek, le premier derby, où on a dû jouer avec 2 joueurs sur les positions d'arrière latéral qui n'étaient pas des arrières latéraux. Et donc il y en a un qui s'est blessé en plus dans ce match-là. On a dû se remettre en question. Après une défaite, on s'est remis en question. On s'est dit que c'était peut-être mieux de passer dans un système à 3. Et puis on a, je pense, jouer le match le plus important de la série qu'on a fait derrière à Lommel, parce qu'on change de système sans l'avoir beaucoup travaillé. On l'a travaillé dans la semaine, bien sûr, mais on l'avait pas travaillé depuis le début de saison. Et à la mi-temps, on est battu 2-1 contre Lommel à la maison, en faisant une très bonne première mi-temps. Et là, c'est qui tout double en fait. Si on est battu dans ce match-là, on peut peut-être perdre le fil avec le groupe. On a réussi à revenir et marquer 3 buts en deuxième mi-temps pour l'emporter 4-2. Et ça a vraiment lancé la série. Parce que les joueurs étaient convaincus du système, ils avaient pu marquer 4 buts, ils avaient pu faire une très bonne prestation d'ensemble sur 90 minutes. Et puis tout s'est enchaîné très vite, peut-être même trop vite, parce qu'on n'a pas vu cette saison-ci passer. Ouais. Donc il y avait une certaine régularité, stabilité au niveau tactique. Laurent, quand je vois un peu les chiffres, je crois que vous êtes à 22 goals encaissés avec ce week-end. Est-ce qu'il y avait une bonne défense ou il y avait un bon gardien? Non, je pense que pour être champion, c'est un tout. Il faut avoir une bonne équipe, et une bonne équipe sans bon gardien, c'est pas possible. Donc on a vraiment trouvé, je pense qu'on était bon dans tous les secteurs de jeu. Et puis il faut pas oublier non plus allez, si je prends le cas des gardiens de but, des gardiens remplaçants aussi, qui permettent au numéro 1 de toujours se remettre en question, de toujours progresser, parce que les autres sont là derrière pour le pousser. Et là, je pense que au niveau des gardiens, on avait une excellente relation. J'ai 4 gardiens et ça se passait super bien, et chacun poussait l'autre à devenir plus fort. Donc voilà, mais on n'a pas été champion grâce à Anthony ou grâce à la défense, on a été champion grâce à l'équipe, tout simplement. Et est-ce que Anthony a sauvé des matchs, a sauvé des points? En fait, je vais dire, quand on joue dans une équipe du top, c'est plus compliqué pour un gardien de but de performer, parce que quand on joue dans une équipe où on est mis beaucoup à contribution, le gardien sauve 10 ballons, il prend 3 buts, il a fait une bonne performance. Je veux dire, Anthony n'était pas mis souvent à grande contribution, mais il a eu des moments déterminants. Je me souviens à Deinz notamment, quand il sauve le face-à-face juste à la fin de la première mi-temps face à Stallens, s'il fait pas cet arrêt-là, on a un problème. Contre Next aussi, il sauve un penalty. S'il le sauve pas à ce moment-là, on a un problème aussi. Donc il a été déterminant à des moments importants. Ouais. Est-ce que l'Union, parce qu'on dit que, lorsque je lis un peu la presse et un peu les bilans un peu de l'équipe, on dit que finalement l'Union a surclassé finalement toutes les équipes de sa série. Est-ce que est-ce que dans les objectifs affichés, c'était la montée, je veux dire, tout était fait pour la montée? Quand on joue, on veut être champion, mais est-ce que dès le départ, l'objectif était la montée? Ou alors c'est venu, on dit, l'appétit vient en mangeant, mais est-ce que c'était un objectif avoué ou pas?
C'était clairement un objectif avoué. Le coach a signé pour une saison. S'il était champion, il était reconduit, mais s'il n'était pas champion, il n'était pas reconduit. Donc c'était clairement l'objectif principal. Ainsi que le staff? Chacun a des contrats différents. Ouais. Donc ça dépend, mais la plupart du staff était présent l'année passée déjà. Laurent est venu nous rejoindre aussi. Mais clairement, la pression était là. Vous devez être champion. Ça, c'était le message des dirigeants. Et c'est encore plus exceptionnel quand on voit la manière dont les joueurs ont presté en gérant cette pression-là. Sans l'appui de supporters, qui peut parfois être très important. On les a pas eu beaucoup au stade, quelques matchs, On va mais y revenir. oui, on a hâte. Mais donc, ils auraient pu nous aider aussi dans la quête de ce titre-là. Ils l'ont fait, à travers des réseaux sociaux, à travers des messages qu'ils nous ont envoyés tout au long de la saison, mais pas physiquement au stade. C'est ça que je veux dire. Donc la pression était vraiment très, très importante sur les épaules du staff, mais aussi sur les épaules des joueurs. Et donc quand on voit la saison qu'ils ont fait, c'est encore plus exceptionnel du fait qu'il y avait une énorme pression et un besoin absolu de monter. Comment est-ce qu'on vit ça, Laurent, cette pression? Est-ce que ça donne une force supplémentaire de motivation ou c'est difficile à gérer? Parce qu'on n'est pas non plus on est comme dans un club mythique aussi. Hein. Imaginez qu'on est à l'Union Saint-Gilloise avec tout le passé. Ça fait 48 ans qu'on attend ça et puis évidemment on affiche l'objectif en disant ok, cette année, comme tu l'as dit, Sandro, on monte, on met les moyens. Comment est-ce qu'on vit cette pression? Ouais, moi je veux dire, tout le monde peut la gérer différemment, cette pression. Mais je pense que quand on est compétiteur, quand on est professionnel, on a besoin aussi de ça. C'est notre moteur, c'est notre adrénaline. Donc, on a besoin de ressentir cette excitation. Je me souviens, des avant-matchs, on avait rendez-vous et on se retrouvait le staff beaucoup plus tôt parce qu'on avait besoin de vivre des moments ensemble. On avait besoin de se retrouver et on était dans notre bulle. On était excités par le match et je pense que en tant que professionnel, on en a besoin de ressentir ce genre de choses. Voilà. Donc moi personnellement, cette pression-là, c'est pas une pression qui me fait stresser, qui me fait douter. C'est mon moteur. J'ai besoin de ça pour donner le meilleur de moi-même. C'est pareil pour toi, Sandro? Oui, c'est sûr. Quand on travaille dans le foot, si on n'est pas apte à supporter cette pression-là et essayer de se transcender sous pression, alors il faut changer de métier. Mais est-ce qu'il n'y a pas comme des moments de doute aussi? À un moment donné, des moments de doute, comment est-ce que vous faites? Qui faisait par choc peut-être cette pression? Est-ce que c'est le coach, Vilcek, qui faisait par choc par rapport à ça? Est-ce que vous ressentiez par moment comme une pression, malgré tout, indirecte? On a eu un staff cette année-ci, et j'en ai pas connu énormément dans ma carrière, des staffs qui étaient aussi soudés, j'allais dire du premier au dernier, mais il n'y a pas de hiérarchie dans ce staff. C'est ça qui est bien quand on sent qu'il y en a un qui est sous pression un peu plus. Les autres sont là pour l'aider. Et donc, il y en a pas un qui a fait par choc, il y en a pas un qui a pris toute la pression sur les épaules, si ce n'est le coach, qui a effectivement la responsabilité des résultats devant les directions. Mais on s'est tous entraidés tout au long de la saison. On regardait des matchs quand Laurent envoyait quelque chose sur un adversaire potentiel, il m'envoyait un message, on en discute, Karel pareil. Enfin, c'était vraiment un travail d'équipe exceptionnel. On a réussi à être soudés les uns les autres, comme j'ai rarement connu ça cette année. Après, oui, les résultats aident à ça, mais dans les moments difficiles, c'est là qu'on s'est senti les plus forts en fait, parce qu'on a réussi à se remettre en question. C'était la question de départ. Est-ce qu'on se remet en question facilement? Est-ce qu'on doute? Je pense qu'on n'a pas beaucoup douté, mais on se remet en question après chaque match. Quand on a gagné, quand on a perdu, quand on a fait un match nul, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien géré tel changement, tel joueur qui était titulaire, pas titulaire? Pour essayer de garder un groupe vraiment en haleine tout au long de la saison. Et ce qu'on a vécu encore hier avec le match amical à Louvain, mais ça a été tous les matchs amicaux de cette manière-là. Les joueurs qui jouent un peu moins ont donné leur vie à chaque fois qu'on leur a donné des minutes de jeu, que ce soit en match officiel ou que ce soit en match amical. Et donc, là, on peut vraiment se dire qu'on a créé une osmose au sein de cette équipe, ce qui avait peut-être un peu moins les autres années. J'ai pas connu toutes les saisons précédentes, mais ici, on a clairement senti que les mecs, ils sont là les uns pour les autres, et que ce soit dans le staff, mais que ce soit du côté des joueurs aussi. Donc c'est un ingrédient de la réussite
Pour toi, Clairement. dans tous les staffs, c'est important d'avoir cette solidarité. Mais je pense que les joueurs le ressentent aussi. Hein. On était très proche, et Felice aussi est très proche des joueurs. Mais on avait régulièrement des remarques positives des joueurs qui disaient franchement le staff ici c'est incroyable. On ouvrait la porte du staff. Du vestiaire du staff, la première chose qu'on entendait, on nous entendait rigoler, mais c'était important parce qu'on sait quand on peut rigoler, on sait quand on peut travailler, mais si on n'a pas ces moments-là entre nous, les joueurs ils sentent pas la même chose. Donc là ils savaient très bien, les joueurs, que nous on était là pour les aider à performer au mieux, mais qu'on travaillait d'une façon détendue, et ils n'avaient pas non plus cette pression non plus, les joueurs, parce que je pense que tout se passait dans la bonne humeur, on était vraiment contents. Moi, j'ai fait 140 km tous les jours pour venir à l'entraînement. Quand j'arrive le matin, j'arrive à 8h du matin, je pars de chez moi à 6h30. Mais je suis content parce que je vais voir mes collègues et je travaille avec des gens bien, je suis content de les voir et on s'amuse quand on est là, quand on est ensemble. Et ça, je pense que c'est un des succès vraiment de la réussite. Et je pense très sincèrement que Felice y est pour beaucoup, parce que c'est quelqu'un, quand on voit le palmarès, quand on voit ce qu'il a fait au niveau du football belge, c'est quelqu'un qui est hyper abordable. Moi, je ne m'imaginais pas avoir cette relation-là avec lui. C'est vraiment un monsieur, Felice. C'est quelqu'un qui est proche de son staff et proche de ses joueurs. C'est top. Voilà, une petite page de pub et puis on continue avec nos invités pour connaître un peu les secrets ou les ingrédients de cette réussite. Partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, on poursuit notre émission Zone Technique sur ces hommes de l'ombre et qui ont contribué au titre de l'Union Saint-Gilloise, avec Sandro Salamon, qui est le vidéo-analyste, et Laurent Derat, entraîneur des gardiens. Alors, comment est-ce que vous avez vécu sous cette période de Covid, justement, dans votre gestion d'entraînement, de match, le télétesting? Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez dû appréhender, qui a été un frein par moment? Et en plus, ne pas avoir de public. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Déjà, la première chose, pour la préparation d'avant-saison, on a l'habitude de faire 2 entraînements. Notre service médical a été vraiment top au niveau de la gestion du Covid. Donc, ils nous ont imposé le fait d'interdire les douches aux joueurs. Donc, on a dû
adapter aussi les entraînements. On peut pas demander à un joueur de s'entraîner, puis de s'arrêter, de ne pas pouvoir manger en commun, et puis d'attendre dans sa chambre que le deuxième entraînement arrive sans pouvoir prendre de douche. Donc on a fait des séances qui étaient plus longues, mais une seule séance à la fois. Puis le testing, c'est une obligation, on devait y passer. Il y a des moments où ça fait plus mal que d'autres, hein. Mais bon, il fallait y passer. Et tout ce qui a été mis au niveau du service médical pour éviter que le Covid ne se propage dans l'équipe. Parce que le fait qu'il rentre dans une équipe, il y a très peu de maîtrise. Ça, c'est les joueurs, le staff, tous les gens qui travaillent autour de l'équipe qui doivent faire beaucoup de sacrifices. Mais à partir du moment où le Covid rentre dans l'équipe, comment est-ce qu'on fait pour qu'il ne se disperse pas? Et force est de constater qu'à la fois le groupe a été extraordinaire à ce niveau-là parce qu'ils ont fait les efforts nécessaires en famille pour pas attraper le Covid, et le service médical a été extraordinaire aussi pour gérer cette non-propagation. On est un des rares clubs qui n'a pas été touché par le Covid avec de l'ampleur. Donc c'est principalement les joueurs qu'il faut, les joueurs, les membres du staff et le corps médical. Le corps médical était vraiment, ils ont une gestion extraordinaire, hein. Quand on discute avec d'autres joueurs de d'autres équipes, quand on leur expliquait un petit peu, parce qu'ils étaient eux-mêmes surpris, à l'Union vous avez pas ou très peu de Covid. Quand on expliquait les restrictions qui étaient mises en place de la part du corps médical, il y avait très peu de clubs qui fonctionnaient comme nous, hein. Comme Sandro disait, ok, les joueurs mangeaient pas ensemble, tous les jours on avait des lunch paquets individuels de façon à ce qu'ils puissent se restaurer mais ne pas vivre ensemble. Les douches étaient fermées, donc c'était vraiment, ils étaient exigeants. Ils ont eu ils ont mis des tests en place rapides. Donc dès que le joueur avait le moindre symptôme tous les matins, il devait remplir un questionnaire médical. Et dès qu'il y avait un symptôme qui clignotait, dès que le joueur arrivait, il était isolé. Et il y avait un test qui était fait. Donc si directement le test réagissait, le garçon n'était plus mis en contact avec les autres joueurs. Donc là, vraiment, les docteurs ont fait vraiment un super job au niveau de la gestion du Covid. Comme Sandro l'a évoqué, ça a demandé de la discipline personnelle, mais aussi dans le privé, je pense. Est-ce que ça, au niveau de vos familles aussi, vous avez été assez strict aussi pour ne pas, justement, parce que les portes sont ouvertes, en fait, comme vous dites, même si on reste dans notre bulle, on est toujours de contact avec l'extérieur, que ce soit au niveau du boulot ou de nos loisirs. Est-ce que ça a été compliqué aussi au niveau privé? C'est un des facteurs de la réussite aussi, hein. Nos familles ont été dans le sacrifice du début à la fin aussi, pas seulement en termes de restrictions Covid, mais aussi, comme Laurent disait, on se lève tôt, on arrive très tôt, on repart assez tard, on est toujours parti, on est quasiment jamais à la maison. Donc il y a à la fois le fait qu'on soit très peu présent pour nos familles, mais en plus qu'on leur impose le fait d'avoir beaucoup de restrictions et de respecter au maximum les règles. On leur doit ça aussi, la réussite, on leur doit aussi à nos familles, ça c'est une certitude. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est bien de le préciser parce que ça, on ne le voit pas, en fait. Non. Quand on voit la victoire, ok, on voit le jour du match, on voit le titre, mais tout ce qui se passe derrière et toutes les implications, surtout en plus dans cette période de Covid, ça, on ne le voit pas. Donc ça, c'est bien aussi de le souligner. C'est clair. Et les frustrations, quand on entend les autres clubs, alors je mets pas tous les autres clubs dans le même panier, mais quand on entend qu'il y a des clubs qui, à un moment donné, ont 18 cas de Covid en une semaine, mais qu'on apprend que les gars mangent ensemble tous les midis, qui jouent aux cartes comme si de rien n'était, qu'il n'y a aucune restriction, qui prennent leur douche ensemble. On met un peu le monde du football en porte-à-faux en n'étant pas professionnel à 100%. Et nous, on a réussi à le faire. Alors, on a eu un petit peu de chance probablement, mais on a aussi des joueurs et un staff élargi. Hein, parce que quand je dis staff, il y a les gens qui travaillent dans les bureaux au stade, il y a les gens qui viennent nettoyer les vestiaires. Enfin, tout le monde a été irréprochable à ce niveau-là, et plus la part de réussite, de chance, a fait que on s'en est sorti haut la main. Et comment est-ce que, Laurent, vous avez pu aussi garder un peu cet esprit d'équipe aussi, parce que ça fait partie aussi de la victoire, d'avoir ce groupe soudé, et surtout quand on ne peut pas avoir de troisième mi-temps ou des moments privilégiés parce que il y a les contraintes sanitaires qui l'imposent. Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir garder cet esprit d'équipe? Tout simplement parce qu'on avait envie de se retrouver tous ensemble. Je pense que les joueurs le ressentaient, le staff le ressentait, et puis on savait très bien qu'on passait de bons moments ensemble, et puis on est des professionnels, donc on venait pour faire notre travail, mais on venait dans le but d'être champion, soyons clairs. Et moi, je pense ce qui est important, c'est que
cette saison, moi j'ai senti vraiment, pas uniquement un staff, pas uniquement une équipe, j'ai senti tout un club qui travaillait dans la même direction justement pour remporter la première place de D1B. C'était, quand je dis tout le club, c'est les bénévoles, c'est les gens des bureaux, c'est le commercial. Tous les gens ont vraiment fait le maximum pour que le staff technique et l'équipe ne puissent se concentrer que sur une chose, le jeu sur le terrain. Et donc nous, on s'est occupé de la gestion sportive, et puis tout le reste, tous les gens ont travaillé dans un seul intérêt, c'est d'être champion. Et ça, vraiment, moi, je l'ai ressenti très fort. On a parlé de l'investissement des docteurs au niveau de la gestion de la crise Covid. On a une team manager qui est exceptionnelle, qui fait tout pour que on se retrouve dans les meilleures conditions. On peut dire, c'est la nounou des joueurs. Le moindre pépin, à n'importe quelle heure les joueurs l'appellent, elle est là, elle est disponible. On a une diététicienne, on a un ostéo, des kinés, on a les gens des bureaux, on a le commercial qui a tout fait vraiment pour qu'on se sente bien. Et je pense que tout ça, ça a fait que la mayonnaise a pris et qu'on a pu réussir notre objectif, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas eu de troisième mi-temps parce que il y a le Covid, mais tout le monde se sentait bien et tout le monde voulait réussir cet objectif. Tout le monde. Les bénévoles aussi au stade, les gens, les stewards qui venaient, ils étaient sympas, ils étaient contents de nous voir. Et ça, à un certain moment, on trouve notre énergie là-dedans, on trouve notre force là-dedans. On veut que les gens soient heureux de venir, d'être supporters et de faire partie de la famille de l'Union. Ça, c'est important aussi pour nous. Est-ce que finalement, c'est vrai que faire partie un peu du même bateau, dans cette bulle, finalement, ces restrictions, ça a pas soudé un peu plus peut-être au niveau des relations humaines? Alors, au niveau des joueurs, on a essayé à partir du moment où c'était possible, par rapport au Covid, de modifier certaines séances d'entraînement aussi. On a organisé un tournoi de paddle, un tournoi de tennis, parce qu'on a des infrastructures qui nous le permettent à côté. Donc, on était dans notre bulle, mais on faisait autre chose que du foot aussi. Donc, on a réussi par moment à leur vider l'esprit, à leur mettre des sourires sur les visages, par autre chose que du foot et des résultats. Et je pense que c'est le tout qui fait que... Et puis, les joueurs sont réceptifs aussi. Donc, Laurent disait, tout le monde autour de l'équipe a été extraordinaire. J'ai quelque chose qui m'a frappé. On joue en match de Coupe de Belgique. Donc, le club fait un investissement dans du chauffage pour avoir un terrain correct. Ouais. Grosse pression de la part d'Anderlecht et de la fédération, malgré tout, pour que notre terrain soit praticable. On arrive au stade plusieurs heures avant, on voit les bâches qui sont mises, que tout tourne, et spontanément, les joueurs sortent pour aller remercier les bénévoles. On a un contingent de leaders qui, à un moment donné, dit on va remercier ces gens-là qui sont occupés de débâcher. On n'a pas dû leur demander au niveau du staff. Ça vient d'eux. On a des mecs qui ont une grosse éducation là-dedans. C'est tout des gars qui savent ce que c'est que la vie, en fait. Qui ont des valeurs de la vie. Et des vraies valeurs. Et ils sont allés remercier les gens qui ont fait en sorte que probablement on a eu le meilleur terrain de tous les quarts de finale de la ou huitième de finale. Je sais plus à quel moment on a joué Anderlecht, mais notre terrain était probablement le meilleur à ce moment-là, D1A, D1B compris. Et ça c'est formidable, parce que parfois au niveau professionnel on demande aux joueurs, on impose aux joueurs parfois d'aller saluer le public ou de remercier. Et je pense que là, oui, ça c'est une belle leçon de vie finalement. C'est clair, mais je pense que sincèrement, l'exemple vient d'en haut. Et quand on voit un gars comme Felice, mais jamais Felice ne va passer à côté d'un steward sans lui dire bonjour. Donc l'exemple vient d'en haut. À partir du moment où les gens voient que le boss est abordable et respectueux envers les gens, mais tout le monde l'est. C'est un geste naturel. Donc l'exemple vient d'en haut. Et voilà. Felice, c'est vraiment quelqu'un de... On va y venir, on en parlera tout à l'heure. Ok, on parlera de Felice après. Du théâ, quand même. Pas tout, non. Quand même... Laissons un peu de place pour les autres. On a des casseroles pour là. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, Felice, si tu nous écoutes, coupe maintenant, parce qu'à mon avis, je crois que ça va balancer tout à l'heure. Alors, sur la page Facebook d'Arabelle, il y a une réaction. Félicitations au staff. Merci de nous avoir fait rêver. Stelvio Adonizio. Voilà. Donc, un petit message pour Laurent de Ratte. Est-ce que, avec public, vous auriez fait la saison que vous auriez fait ou pas du tout? Le fait de ne pas avoir de public, ça a aidé ou pas? Impossible à dire. Je pense qu'on aurait senti un peu plus de pression quand les résultats étaient un peu moins bons au début de saison. Ouais. Est-ce que ça aurait
pousser les joueurs à être meilleurs, ou est-ce qu'au contraire, ça les aurait frustrés et renfermés? C'est impossible de le dire. Ce qui est certain, c'est que avec nos supporters et la même saison, il y aurait eu des troisième mi-temps qui auraient été difficiles. C'est vrai. C'est certain. Ouais. Ils nous ont manqué tout au long de la saison. Hein. On a eu un départ de quart pour aller dans un match où ils étaient là, où ils ont voulu nous pousser, où on sentait qu'il y avait une ferveur on a vu derrière. pas mal d'images où ils étaient là, oui, tout à fait. Et même au quotidien, sur les réseaux sociaux, on a tous dans nos contacts, parce que c'est un club mythique, comme tu le disais tout à l'heure, on a tous dans nos contacts des gens qui vivent Union. Ce sont pas des supporters de l'Union, ce sont des gens qui vivent Union. Et donc, oui, de temps en temps, on recevait un petit message sur Facebook, un petit SMS, et ça a toujours été bienveillant, en fait. Et je pense, on se rend pas compte quand on n'y est pas de l'importance que l'union a pour certaines personnes. Moi, j'ai lu des messages, j'ai reçu des messages. J'étais en famille et je les ai montrés à ma femme. J'avais les larmes aux yeux, quoi, hein, quand on me dit je vais pouvoir passer une saison en première division à côté de mon papa qui a plus de 80 ans et j'aurais jamais pu penser pouvoir le faire. Après ça, je peux mourir tranquille. On reste sans voix par rapport à ça. C'est très très compliqué à gérer derrière, mais ça prouve qu'on donne énormément de bonheur aux gens et j'espère qu'on continuera à leur en donner. Et est-ce que tu penses que, enfin, Laurent ou Sandro, mais on en parlait beaucoup du public, le fait qu'il n'était pas là ou pas. On a dit, en D1A, ça aurait pu jouer aussi le 12e homme un peu comme au Standard. Est-ce que les résultats parfois ou les non-résultats ont influencé? Tu penses que c'est quel est le ressenti des joueurs par rapport à ça? Déjà de commencer au début de s'habituer à jouer dans un stade vide. Quel était le ressenti pour eux? Moi, je pense que la seule réponse qu'on peut donner, c'est que après avoir sifflé la fin du match contre Molenbeek, qui nous donne le titre, tout le monde s'est rassemblé et il y a un joueur à un moment donné qui a dit les gars, on va se mettre dans la tribune. Ouais, ça c'est une image. Ça c'est une image top. Et on va montrer à nos supporters qu'on est là pour eux. C'est encore une fois pas quelque chose qui a été prévu à l'avance. Alors certainement pas par le staff technique parce que nous, on voulait pas penser à une éventuelle fête à ce moment-là. On allait jouer pour gagner, et puis voilà. Mais voilà, les joueurs sont partis d'eux-mêmes, et nous, on a suivi. Et ça, c'était une belle image. Ça, c'est vrai que c'était vraiment de pouvoir remercier le public de pas être là, parce que quand on voit dans l'avant-dernier Foot Magazine, il y a toutes 2-3 pages sur les supporters, mais c'est vrai, comme tu dis, et les gens, c'est leur vie en fait. Il y a des supporters et puis il y a des gens qui c'est leur vie, et ça, il y a des super messages par rapport à ça. Encore de réactions sur la page Facebook d'Arabelle en disant quelle humilité ce staff. Ah voilà, on est comme on est, on a des valeurs, on essaie de... Mais non, mais ça transpire en fait, c'est vrai, ça transpire dans les paroles. Même j'ai suivi un peu de 3 interviews de Felice, qui est normal, qui a été sur 2-3 plateaux, mais oui, on sent le travail accompli. Ok, on sent le fait du travail accompli, mais on sent une humilité. Et on y verra tout à l'heure par rapport à Felice, mais voilà, il y a une humilité dans le staff, ça c'est clair. Donc c'est vrai qu'au niveau du public, ça va peut-être changer l'année prochaine si on va revenir, d'entendre peut-être parfois des applaudissements ou des encouragements, mais aussi des sifflets, parce que je prends le Standard et Anderlecht cette année-ci, quand on voit leurs résultats, je pense qu'à certains moments, le public, il serait devenu fou dans les stades, hein, ils auraient sifflé, ils auraient mis une pression monstre, mais peut-être que cette non-pression n'a peut-être pas à un moment donné fait réagir aussi les joueurs. Moi, je pense que quand on est joueur de foot professionnel, on a besoin... Enfin, quel que soit le... C'est vrai qu'on peut être touché par les sifflets du public, mais on a quand même besoin... Un stade qui... Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, moi, je regarde même plus la Champions League à la télé parce qu'on entend les joueurs parler. » Et quand on est sur le terrain, on a besoin quand même de sentir cette atmosphère, ce chaudron. C'est des moments qui sont inexplicables. Je pense que voilà, un artiste quand il fait un concert, quand il y a son public qui est réceptif, ça le booste. Je pense que les joueurs aussi, quand ils sont dans un stade rempli, c'est aussi important, hein, malgré tout. Hein. Ok, parfois ils peuvent être fâchés, mais on sait quand même que ils sont fâchés un jour, mais le lendemain c'est bon, hein, on est reparti. Hein, donc.
Bah, parce que même dans certains stades, on avait mis les sons des supporters et autres, mais c'était pas la même chose malgré tout. Hein. On n'a pas senti ça comme une plus-value en disant pour un peu masquer le manque de supporters. Les supporters, le foot, c'est une histoire d'hommes, hein. C'est une histoire, d'êtres humains, parce qu'il y a des femmes, on va pas les oublier. Et on a besoin de sentir ce public. Et voilà, et je pense que les gens ont besoin aussi de venir au stade. Je pense que ça commence aussi à peser sur pas mal de monde de ne pas pouvoir venir voir un spectacle. Mais non, à côté de ça, on entendait aussi tous les commentaires entre les joueurs, les staffs et autres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre puisqu'il y a. Sandro est nerveux pendant le match. C'est lui qu'on entendait en fait. C'est lui. Il parle beaucoup, il est nerveux. J'ai la chance d'être rarement sur le banc, donc ça va. Mais c'est pour ça peut-être. Non, mais c'est vrai, comme Laurent dit, on a parfois la chance d'entendre tout ce qui se dit et quand on parle d'humilité, vous n'avez pas une idée du nombre d'attaques que Felice a sur sa personne pendant les matchs. On va y revenir justement. Pas de supporters, mais ouais. Et donc cette humilité-là, il l'a gardée tout au long de la saison, aussi sur le bord de touche, ce qui a fait montrer aux joueurs la voie dans laquelle on voulait aller. Tout à fait. Reste avec une petite page de pub et puis on parle un peu de la personnalité de Felice Mazou. À votre heure, partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, on est toujours dans l'émission Zone Technique avec Laurent Derat et Sandro Salamone. Et dans ce dernier quart d'heure, on va un peu parler de Felice Mazou. Est-ce que finalement ce titre, c'est pas une revanche pour lui? Il le prendra jamais comme une revanche. Ça, c'est une certitude. Après, on a plusieurs interprétations possibles. La première et la plus basique, c'est de dire Genk s'est mal passé en termes de résultats. Point barre, il descend en D1B et il prend sa revanche. C'est beaucoup plus nuancé. Je l'ai vécu cette période-là aussi. Et ce qui a été très rassurant dans mon chef, mais j'imagine dans le sien aussi, c'est que l'entraîneur qui nous a suivis n'a pas fait de meilleurs résultats que du contraire. Si on regarde le nombre de matchs joués, le nombre de points pris, il a pris moins de points que ce que nous, on avait pris contre les mêmes adversaires. On a réussi à prendre un point en Ligue des Champions, là où l'entraîneur qui a suivi n'a pas réussi à prendre un point en Ligue des Champions. Donc, probablement que ça peut sentir comme une revanche, mais je pense que dans la tête de Felice, c'est plutôt nouveau challenge. Je remets toutes les batteries à zéro, tout est à plat et on y va dans un seul but, c'est
être champion avec l'Union Saint-Gilloise. C'est pas être champion avec l'Union Saint-Gilloise, comme ça les gens à Genk verront que je suis un bon entraîneur quand même, que j'ai pas été entraîneur de l'année il y a quelques années pour rien, que mon palmarès, je pense qu'il s'en fout royalement de ça. Ce qui l'intéressait, c'est de retrouver un club où Felice il fonctionne à l'affectif. Il doit se sentir aimé. On le voyait à Charleroi. Hein. Et il a trouvé un staff qui l'a aimé. Il a trouvé des joueurs qui l'ont respecté dans un premier temps et avec qui ça s'est super bien passé. Regardez les expressions des visages de certains joueurs. Alors, on fait pas l'unanimité, hein, c'est clair. Mais une revanche pas. Il est très clair sur l'objectif qu'il avait, c'était d'être champion. Et maintenant, il va jamais parler de Genk. On va peut-être lui en parler, mais lui ne parlera jamais de Genk. Ben, moi, je me souviens, au début de la saison, quand on voyait ses premières interviews, quand il avait signé à l'Union, il disait surtout qu'il avait besoin de retomber amoureux du football. Et je pense que là, clairement, il est retombé amoureux. Il a pas eu un coup de foudre. C'est un amour qui s'est construit, et ça, c'est important. Et je pense que il est épanoui, il est heureux dans sa vie, il est heureux dans ce qu'il fait. Et ça, c'était un de ses premiers objectifs. C'était voilà, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans l'enseignement ou bien ok, je reste dans le foot, mais il faut que je retombe amoureux. Il est retombé amoureux. Ça, c'est important. Et comment est-ce qu'on vit cette période d'échec en fait, Sandro? Parce que c'est vrai que on est des pros, on sait que parfois c'est éphémère aussi, hein, comme boulot. Hein, quand on réussit, et puis on peut réussir pendant X mois ou X années, comme Felice à Charleroi, et puis après on part ailleurs et ça ne fonctionne pas, hop, on est viré. Comment est-ce qu'on vit cette période, cette tracée du désert? Parce que ça on ne le voit jamais. On voit juste les entraîneurs qui brillent, mais derrière on ne voit pas ce travail. Et on parlait avec José Zonechamp, hein, justement de ça, de se dire que lui, dans cette période-là, il a beaucoup bossé. En fait, il a bossé encore beaucoup plus que quand il est en fonction, en fait. Comment est-ce qu'on vit cette période-là d'incertitude? Alors, je ne sais pas s'il faut bosser plus que quand on est en fonction. Ce qui est important, c'est de faire l'analyse de ce qui s'est passé, de bien et de moins bien. Parce que il y a eu des bonnes choses aussi avec Genk. Ce qui a été moins bien, analysé sur le fait que ce soit de notre faute ou pas. Si oui, comment est-ce qu'on pouvait modifier les choses? Sinon, comment on aurait pu augmenter notre performance dans cette situation-là? Et ce qui fait qu'au final, c'est une bonne expérience. Si on reste sur le fait d'avoir été mis de côté après des résultats qui étaient un petit peu moins bons dans une équipe qui avait été championne de Belgique l'année précédente, c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'avance pas et on stagne. Et quand on stagne, on régresse finalement. Donc, du côté de Felice, ça a été d'abord de prendre beaucoup de repos pour se ressourcer dans un premier temps. Pour ma part, 3 semaines et demie plus tard, j'ai été contacté par le directeur sportif de l'Union, Chris O'Loughlin, et il m'a proposé un challenge. J'ai pas mis longtemps à accepter le challenge. Et donc, début décembre, je commençais à l'Union Saint-Gilloise, dans une toute autre philosophie qu'avec Felice, avec un entraîneur plutôt typé espagnol dans sa méthodologie. Et donc, moi, j'ai énormément appris de cette nouvelle manière de travailler dans un staff où je ne connaissais personne, ce qui m'était encore jamais arrivé, parce que j'avais toujours des connaissances dans les staffs dans lesquels j'étais. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Et j'en suis sorti, je pense, maintenant avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de valeur dans mon travail que peut-être que ma période à Genk aussi. Maintenant, comment expliquer les résultats? On n'a pas toujours une baguette magique. Il y a des choses qui se sont moins bien passées parce que on n'avait pas la maîtrise à 100% des choses. Alors, on n'a jamais la maîtrise à 100%. J'ai un entraîneur qui un jour m'a dit dans ma carrière, quand on est entraîneur, on maîtrise 80% des choses et il y a 20% d'aléatoires. Mais les 80% qu'on maîtrise, on doit essayer de les maîtriser au maximum. On a tiré les leçons du passé et là, si on veut parler de revanche, ce sera de prouver l'année prochaine qu'on a la valeur de la D1A et pas seulement de la D1B. Voilà. Moi, je pense que c'est le plus important, c'est de maintenir l'Union Saint-Gilloise en D1A et le plus haut possible, le plus vite possible, et pas pour prouver aux gens qu'on est bon ou qu'on se prend pour quelqu'un de bon, mais justement pour arriver à stabiliser un club avec
tout un tas de gens qui finalement vivent de ça. Ça, c'est le plus important. Et Stelvio qui est au taquet ce soir, et on voit bien que c'est le supporter acharné de l'Union qui dit Felice n'a plus rien à prouver. Est-ce que c'est toi qui as pistonné Felice pour l'Union Saint-Gilloise? Alors, j'ai pas les bras assez longs que pour pouvoir pistonner Felice. Et puis honnêtement, comment est-ce que moi, en tant qu'analyste vidéo, je pourrais pistonner un entraîneur de cette envergure-là? Il a pas besoin de moi pour être pistonné. Si jamais on est, tu sais, au détour d'une conversation, on cherche un entraîneur pour l'année prochaine. Ah justement, je connais quelqu'un qui est libre. Non, pas du tout. Et je vais même vous dire plus loin. J'ai un énorme respect pour les gens avec lesquels je travaille. Alors, on n'aime pas les entraîneurs, on aime ou on n'aime pas les personnalités avec lesquelles on travaille, mais tout s'est passé très vite en coulisses entre le limogeage de Thomas Christiansen et l'arrivée de Felice Mazzu. Jamais je n'aurais poussé l'entraîneur qui était en place vers la sortie, moi, d'une manière ou d'une autre, parce que je n'accepterais pas que quelqu'un le fasse pour moi. Alors, le club a pris une décision, c'était de se séparer de l'entraîneur, et il a pris une deuxième décision, c'était de faire venir un nouvel entraîneur. J'avais évidemment un énorme sourire quand j'ai appris que c'était Felice qui débarquait, mais j'allais pas moi aller dire il faut virer Thomas Christiansen et prendre Felice Mazzu, parce que ce serait tout bonnement scandaleux d'agir comme ça, et ça n'est pas dans ma personnalité. Et toi, Laurent, est-ce que c'est compliqué parfois d'arriver dans des staffs qu'on ne connaît pas, d'arriver entraîneur de gardien, mais voilà, on ne connaît pas le staff, on s'intègre dans la manière on ne connaît peut-être pas la manière de travailler, il faut s'adapter. Est-ce que c'est quelque chose toi qui t'inconforte ou peu importe? Moi, quand je suis arrivé ici à l'Union, déjà mon premier rendez-vous avec Chris, ça s'est super bien passé, c'était assez convivial. Ensuite, il m'a demandé si je connaissais Felice. Ok, je connais Felice, mais je l'ai jamais rencontré. Donc, on a eu une seconde réunion. Et là, je vais dire, c'est peut-être parce qu'on est de la même région, mais le courant s'est très vite passé entre nous. Après 15 minutes, c'est comme si on se connaissait depuis des années. Et puis quand j'ai rencontré l'artiste ici en face de moi, c'était la même chose. Et donc moi j'ai jamais eu cette impression d'arriver un peu comme un nouveau, parce que voilà, mes collègues m'ont accueilli à bras ouverts, ils ont été vraiment top avec moi. Donc voilà, premier jour c'est comme si je les connaissais depuis très longtemps. Voilà. Laurent a le grain de folie j'ai pas eu ce problème qu'on avait aussi dans notre tête quelque part. On est tous un peu il y a quelque chose parfois qui saute, et chez lui ça saute autant que chez nous, donc ça pouvait que bien se passer. Voilà, la première émission je l'ai pas perçu comme ça, mais maintenant je le vois différemment en fait. Je peux être sérieux quand il faut, hein. Mais il faut déconnecter, ça c'est clair qu'à un moment donné il faut pouvoir déconnecter. Il faut savoir que dans le vestiaire c'est lui le DJ, donc il met la musique, il sait chauffer l'atmosphère, et puis bon, parfois on se laisse aller, quoi, c'est comme ça. Ouais. Quelques anecdotes peut-être de cette saison qu'on peut raconter, bien sûr. Une des anecdotes, je pense, on a commencé à travailler dans la sérénité, dans le calme, et un jour, Laurent dit, il manque quelque chose dans ce bureau, il manque de la musique, et donc le lendemain, il y avait une barre de son qui a débarqué dans le bureau, et puis un chargeur pour le téléphone pour qu'il puisse tourner toute la journée, et puis on met un petit peu de musique, on met un petit peu d'ambiance, et puis on s'est déjà mis debout sur les tables, on a déjà dansé, on a déjà fait plein de choses, on a déjà chanté. Voilà, quand je dis vraiment que je fais 140 km avec le sourire tous les jours, c'est parce que c'est aussi pour vivre ce genre de choses tous les jours. Je me dis, moi j'ai de la chance de faire ce métier, hein, c'est top. Et puis avec des collègues comme ça, c'est encore mieux. Et je pense qu'on a tous aussi, en dehors du foot, parfois notre lot de problèmes, parfois des gros problèmes, parfois des moins gros problèmes. Et en fait, c'est ça la réussite de ce staff, c'est qu'on rigole jusqu'à un certain moment. Et puis, quand on voit que le gars à côté de nous a des soucis, on va tout faire pour l'aider. Alors, on va l'aider en rigolant, mais on va l'aider en le mettant en contact avec des personnes qui peuvent l'aider ou autres. On laisse jamais quelqu'un sur le bord de la route. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Est-ce que, on parlait tout
tout à l'heure du staff de Soudé. Est-ce que Felice, justement, après chaque match, parce que quand les victoires s'enchaînent, est-ce que il vous remettait les pieds sur terre? Est-ce que c'était quelque chose qu'il faisait ou pas, ou il veillait à ça, le fait que de ne pas s'enflammer, d'avoir peut-être une crise de confiance et tout, voilà. Bah, chaque semaine, chaque début de semaine, surtout quand on arrivait vers la fin du... on s'approchait du but, chaque fois on disait, les gars, on n'est pas encore champion, arrêtez avec ça. Et nous, évidemment, Sandro et moi, on aime particulièrement le titiller avec ça, donc on s'est pas privé, on a fait des... Allez, chaque fois on était, allez coach, maintenant ça y est, c'est bon, hein, on peut commencer à ouvrir les bouteilles, et puis les gars, arrêtez avec ça, donc... Il a quelques cheveux gris supplémentaires sur la tête à cause de nous. Ça, c'est une certitude, mais comme Laurent l'a déjà dit à plusieurs reprises, il y a des choses qui se passent dans un bureau, et puis une fois qu'on sort pour aller sur le terrain, une fois qu'on est à la rencontre des joueurs, tout le monde va dans le même sens, et ça nous empêche pas de rigoler avec les joueurs, mais ça nous empêche pas d'être sérieux aussi avec les joueurs quand il faut à un moment donné serrer la vis. On serre la vis, mais c'est sûr que tout au long de la saison, vous savez, Felice a commencé sa saison en disant c'est simple, je veux tout gagner. Que ce soit un match à l'entraînement, que ce soit un match de championnat, que ce soit un match amical, que ce soit un match de coupe, je veux tout gagner. Donc il voulait insuffler... Voilà. Et donc nous, on a suivi là-dedans. Et pour gagner, il faut savoir être sérieux, il faut pouvoir mettre de la bonne humeur. Et puis à un moment donné, il faut savoir serrer la vis. Et donc on a tous eu à un moment ce rôle-là. C'est serrer la vis, c'est être heureux avec les joueurs, c'est déconner avec les joueurs. Et puis à un moment donné, faire le travail le mieux qu'on peut. Et je pense qu'on a donné, vous savez, dans un staff d'un club de foot comme ça, c'est une moyenne entre 60 et 80 heures par semaine, hein, pour les dire. Chacun a son boulot, mais il y en a qui vont entre 60 et 80 heures. Si vous n'avez pas de la bonne humeur, vous tombez vite en burn-out, hein. Non, ça c'est clair qu'il faut prendre, enfin, il y a cette part de plaisir, effectivement, et je vois Laurent qui a un petit sourire, là, je sais pas quoi il pense, mais il a un petit sourire, un petit sourire en coin. Oui. Non, il fait 60-80 heures, il est fou, lui, hein. Ah, c'est Sandro. Bah ouais, Sandro, pas normal. Écoutez, on va faire une petite page de pub, une petite coupure pendant 4-5 minutes, et puis on revient à cette deuxième partie. Voilà. Sur le site
partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Eh bien, on poursuit cette émission Zone Technique sur les hommes de l'ombre qui ont contribué à ce titre au niveau de l'Union Saint-Gilloise en DAB, avec Laurent Derat, entraîneur et gardien, et Sandro Salomon, vidéoanalyste. Et on va justement parler de ton rôle. Mais avant ça, encore une réaction de Stelvio sur la page Facebook d'Arabelle, qui nous dit, vu le titre acquis, comptez-vous donner du temps de jeu à ceux qui ont eu moins ou lancer des jeunes? Peut-être pour la question à Felice, mais est-ce que c'est prévu à un moment donné de pouvoir... Appelle Felice, vas-y. J'allais justement dire qu'il faut qu'on appelle Felice. Je vais dire que l'ensemble du groupe mérite de jouer. Et donc, il y a deux choses. D'un côté, donner du temps de jeu, et d'un autre côté, respecter la compétition. Et donc, les choix seront faits en fonction du moment. On donnera du temps de jeu. Enfin, Felice prendra la décision, parce que nous, on peut que l'aider à prendre des décisions, mais c'est lui qui les prend, de donner du temps de jeu à certains, mais toujours dans un seul but, c'est de gagner les matchs. Il nous reste 4 matchs, on veut 12 points, c'est simple. Et donc, peu importe les joueurs qui seront sur le terrain, l'idée sera d'être performant. On l'a vu à Westerlo, tout le monde dans la presse nous attendait comme une équipe qui n'allait plus se donner à 100%, probablement. Même l'entraîneur de Serein l'avait dit la semaine d'avant. Il avait dit bientôt l'Union sera démobilisée parce qu'ils seront champions. Le message qu'on leur envoie était très clair après le match de Westerlo. On n'est pas démobilisé, peu importe qui sera sur le terrain, on jouera pour gagner. Même Bob Peters a dit à la conférence de presse, il a dit à Karel, parce que c'est Karel qui a fait la conférence de presse, j'espère que vous allez vous comporter comme ça jusqu'à la fin de saison, parce que c'était vraiment problématique pour Westerlo de prendre ce point. Et si l'arbitre ne les aide pas, je pense qu'on repart avec 3 points de là-bas, quoi. Oui, c'est important, c'est vrai, peut-être de ne pas gâcher un peu cette fête, de dire finalement lever le pied, parce que si on lève le pied, finalement, on fausse un peu le championnat alors, à ce moment-là. Au-delà de fausser le championnat, on sort de la philosophie qu'on a mis en place depuis le mois de juin de l'année passée, c'est-à-dire qu'on veut tout gagner, mais on veut aussi montrer aux joueurs qui jouent un peu moins qu'on est capable de gagner avec eux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils nous ont montré dans les matchs amicaux que ils donnaient 100% à chaque fois, donc ils méritent de jouer. Et il y aura, de toute façon, vous savez ce que c'est, il y a des suspensions, il y a des blessures, on va encore avoir notre lot d'ici la fin de saison, et donc il y en a d'autres qui joueront, mais il y aura aussi des choix qui seront faits. Et donc effectivement, il y a des joueurs qui auront du temps de jeu, mais ça c'est le coach qui décide au final, qui met sur le terrain en concertation avec nous, mais prend la décision en âme et conscience. Est-ce que ce sera la même chose pour les gardiens ou pas? C'est possible. C'est possible. Je vais y réfléchir. C'est quand même dur quand même. Jour de champ, on a toujours la possibilité de rentrer à un moment donné ou l'autre. Comme tu dis, suspension, blessure. Mais c'est vrai que dans le gardien, pour les gardiens, c'est plus compliqué. Dans ceux qui sont derrière Anthony Maurice. Oui, c'est clair. Maintenant, je veux dire, la hiérarchie était établie dès le départ, que ce soit en début de saison ou à la trêve hivernale, quand on a transféré Lucas. Mais encore une fois, je vais dire, c'est pas les 11 qui ont été champions, c'est un tout. Et si je prends au niveau des gardiens, j'ai 4 gardiens à l'entraînement, et le 4e gardien est aussi important à mes yeux que le numéro 1, parce que chacun pousse l'autre à devenir le plus performant. Donc oui, c'est pas évident, parce que le gars, il vient s'asseoir sur le banc, il a très peu de chances de jouer. Maintenant, c'est un professionnel, il travaille, il gagne sa vie, et il donne le meilleur de soi-même. Et puis en football, tout peut aller très vite aussi. Donc il y a une hiérarchie, mais qui n'est pas établie à durée déterminée. Donc chacun doit bosser pour gagner sa place. Et tu l'as dit, c'est une bonne transition. Ensuite, dans le football, va très vite. Et on va reparler un peu de ce goal après 6 secondes. Est-ce que c'est l'œuvre du vidéoanalyste? C'est l'œuvre des joueurs. C'est l'œuvre des joueurs. Donc, si on veut refaire l'historique de cette phase-là, je regarde énormément de matchs. Ça fait partie de mon travail. Et c'est Dante Van Zer qui avait... Oui. Étant supporter, ayant beaucoup d'affinités avec l'AC Milan, j'ai vu ce match où Léao marque très très vite. Et on a essayé d'adapter cette phase-là avec les qualités de nos joueurs. Ce que très peu savent, c'est que la phase, comme elle s'est déroulée, n'était pas exactement celle qu'on voulait. Mais ils ont été créatifs aussi, les joueurs. Ils se sont adaptés à la situation.
Et au final, les courses qu'on avait demandées étaient faites de la manière dont on les demandait. Vous avez créé les conditions. Oui, pour que les joueurs arrivent à être performants, mais c'est comme ça tout le temps, dans le système de jeu, dans les phases arrêtées, dans la mise en jeu à ce moment-là, sur les rentrées en touche, on essaye de créer des conditions dans lesquelles les joueurs vont se retrouver, créer des automatismes. Et là, ça a fonctionné. Et ça nous met quand même dans la facilité, parce qu'après 6 secondes de match, on mène 1-0. Ça relâche un petit peu les tensions nerveuses qu'il pouvait y avoir éventuellement dues à une reprise, parce que on va à Daines à ce moment-là. Daines, sur les 2 dernières saisons, n'avait perdu qu'un seul match à domicile contre nous en ouverture du championnat. On y retourne là-bas, ils ont le couteau entre les dents parce qu'ils ont encore quelque chose à jouer aussi à ce moment-là. Je rappelle que si on commence notre deuxième tour avec 0/6, on peut être mis en difficulté pour le titre au final. Donc c'était des matchs très très importants pour nous aussi. Et comme je disais tout à l'heure, on essayait de garder nos joueurs focus sur le cheminement qu'on devait avoir en apportant des nouveautés. Ça, c'était une nouveauté qu'on avait voulu apporter. Et donc ça a été travaillé à l'entraînement. Alors, j'ai lu dans beaucoup de journaux que ça avait été travaillé toute la semaine. La réalité, c'est qu'on l'avait fait 2 fois la veille. Et honnêtement, après les 2 fois, on s'est dit, espérons qu'on perde pas le ballon, parce que si on le perd, c'est pour nous le but encaissé. Mais par contre, Laurent parlait à un moment donné de contact qu'un analyste vidéo peut avoir avec son staff. Au moment où on va mettre le ballon en jeu, je donne l'information que la défense de Daines n'est pas concernée par la mise en jeu. Donc, on a vu les 2 défenseurs centraux occupés de remettre leurs chaussettes au moment où l'arbitre allait siffler. Et si vous n'êtes pas focus, je vais dire 10 secondes avant le coup de sifflet, vous pouvez pas bien commencer un match. Et quand vous avez un train comme Dante Van Zer qui arrive à toute vitesse, si vous êtes occupé de faire votre lacet ou de remettre votre chaussette, vous pouvez jamais le rattraper. Et le 10e de seconde qui leur a manqué, c'était dû à ça. Donc, on savait que ça pouvait passer. Donc là, il y a un signal qui a été donné. Alors quand tu as vu ça, simplement un feeling. Moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément au feeling. Donc, j'ai dit à Karel à ce moment-là dans le talkie, ça va le faire parce qu'ils sont pas concentrés. Et il m'a répondu, ça va le faire. Et puis 6 secondes plus tard, ça l'a fait. On se regardait et on s'est dit ça l'a fait. Mais encore une fois, on rentre à la mi-temps, les joueurs sont euphoriques par rapport à ce but-là. Hein. Mm-hmm. Et notre travail a été de leur dire, les gars, ça sert à rien d'avoir marqué ce but-là si on remporte pas 3 points derrière, de les calmer et de remettre l'équipe sur le focus de prendre 3 points. Et bon, après. Et comment t'as vu l'équipe de Daines, les joueurs, quand ils ont pris ce but-là? Leur attitude, qu'est-ce que t'as... Mais je trouve qu'ils ont eu une réaction footballistique très bonne, parce qu'ils nous ont mis en grosse difficulté dans la suite. Hein. Ça leur a pas coupé les jambes, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Ils ont commencé à pousser, à gagner un peu de terrain. C'était un peu de la provoque aussi. C'était un peu une provoque quand même. Parce que quand on est provoqué, on a toujours des réactions. On a eu la même chose. On a eu plus ou moins la même chose aussi à Club Next. Hein. À Club Next, on fait 1-1. Après 8 secondes de jeu, on prend un but. Et après, Club Next n'a pas passé la moitié de terrain. Hein. Donc, on a eu combien d'occasions, combien d'opportunités de but. C'était incroyable. Donc, on a 2 solutions. Hein. Soit on prend une claque et puis on a difficile de se remettre debout, soit on se dit ça va, c'est mieux d'en prendre un tout de suite et puis il nous reste 90 minutes pour faire le travail. Donc je pense que Daines a essayé de le faire, et nous, quand on est allé au Club Next, on a essayé de faire la même chose aussi. Hein. Et Daines n'a pas perdu un match, si ce n'est les 2 matchs contre nous à domicile, mais la saison passée aussi en division amateur. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Une équipe qui ne perd pas chez elle, vaut mieux commencer avec le 0-1 que de garder le 0-0, quoi. Et donc en étant dans les tribunes, tu as une meilleure vision, tu penses, que le coach au niveau tactique? J'ai pas une meilleure vision, j'ai une vision différente. Ce qu'on voit au niveau du sol et ce qu'on voit un peu plus haut est complètement différent, la perspective est complètement différente. Donc quand on a la sensation qu'un joueur peut être 5 mètres derrière ou 5 mètres plus haut pour le press, l'entraîneur le voit d'une autre manière. Et donc, on ressent
complètement des choses différentes. C'est pour ça que la première chose qu'on fait à la mi-temps, c'est de se réunir avec le staff pour donner nos perspectives. On se dit pas forcément toutes les choses pendant le match, c'est très compliqué. L'entraîneur est focus sur son équipe à ce moment-là, mais à la mi-temps, on se voit, en 1 minute, on a fait le résumé de ce qu'on pense. Et cette année-ci, on a souvent pensé la même chose. Et quand on n'arrive pas à penser 100% la même chose, on se le montre en vidéo à la mi-temps. Ça prend 3 minutes. Ok, je garde mon idée. Ok, t'as peut-être raison sur cet aspect-là des choses. Et puis, en fonction de ce que j'ai montré, le coach prend l'initiative de parler à son groupe. Et derrière, en fonction de ce qu'il dit à son groupe, on montre certaines images et d'autres qu'on ne montre pas. Donc, on est derrière lui en fait. Hein. On est en support du T1 et au final, la plupart du temps, il a pris les bonnes décisions puisque la plupart du temps, on a gagné. Et ça, c'est quelque chose qui était imposé. C'était une volonté de Felice Mazou, soit à la mi-temps, de pouvoir se concerter très vite. Oui, il est demandeur de ça. Mais c'est aussi une question de confiance. Alors, avec Felice, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait pas 20 ans qu'on travaille ensemble, mais on a eu l'occasion de fêter la montée de D2 en D1 avec Tubize à l'époque, de travailler en D1 ensemble. Lui était assistant. Et à l'époque, moi, je faisais les vidéos et lui présentait les vidéos. Donc, je lui apportais une certaine matière. On en discutait déjà et on a appris à se connaître à ce moment-là. Alors, la philosophie à l'époque était la philosophie d'Albert Cartier. C'était pas la philosophie de Felice Mazou. Mais on est resté en contact tout au long de ces années. Pas forcément pour parler de football d'ailleurs. Et puis, quand on a eu l'occasion de travailler ensemble à Genk, on a très vite réussi à converger. Et finalement, j'ai moi réussi à me mettre dans son sillage parce que c'est à nous de nous adapter à lui et pas l'inverse, quoi. Donc, il a voulu ça. On donne les images, parfois on les montre pas à la mi-temps. Et l'important, c'est la communication qu'on a. C'est le coach dit quelque chose, on vient appuyer auprès des joueurs ce que le coach a dit. Et quand on n'est pas d'accord, ça nous est déjà arrivé, hein. Pas pendant un match, mais pendant la semaine, on n'est pas forcément toujours d'accord. On a la chance d'avoir un entraîneur qui nous permet d'ouvrir le débat. Et 9 fois sur 10, il a les arguments qui nous permettent de nous rallier à sa cause. Puis 1 fois sur 10, on a parfois, nous, des arguments qui le permettent d'adapter les choses. Et c'est que du bonheur de pouvoir apporter ces 10%-là, mais que ce soit moi, que ce soit Laurent, que ce soit Karel. Karel apporte beaucoup plus que nous de sa fonction, mais c'est vraiment très intéressant de travailler dans cette optique-là, dans un staff. Ouais. Je suppose, Laurent, que quand on voit la carrière de Karel et l'expérience qu'il a, je suppose que ça a été quand même un plus aussi dans le staff, aussi pour les joueurs aussi, d'avoir... Oui, je pense que Karel est vraiment le parfait relais de Felice. Karel fait un super job, hein. Tactiquement, il a de grosses connaissances, il a le vécu du vestiaire. C'est encore un jeune entraîneur en termes d'âge aussi, donc ça fait pas tellement longtemps qu'il a quitté l'atmosphère des joueurs. Il a joué avec des joueurs que nous avions. Il a joué avec Guillaume François à Charleroi, notamment. Donc, et puis c'est aussi quelqu'un avec la carrière qu'il a fait qui est très humble et très proche des gars. Et puis vis-à-vis de nous, c'est quelqu'un. Il pourrait aller au niveau des gardiens de but. Il me demande régulièrement mon avis. Il a une super collaboration avec Sandro au niveau des phases arrêtées. Donc, ouais, je pense que ça fait du bien aussi dans un staff d'avoir un mec comme Karel avec le passé qu'il a. Ouais, c'est bien. Ouais, tout à fait. Et quels ont été vos points forts tactiques? Vous devez nous donner les points forts tactiques de l'Union. Maintenant, on peut le dire, hein, sur la fin de saison, il reste 4 matchs. Non, je pense que tout le monde les a vus. Les points forts tactiques, c'est une super organisation. Peu importe le système dans lequel on a joué d'ailleurs, hein, parce que même dans le 4-3-3, l'organisation était toujours très bien. Et des mecs qui se battent, quoi. Avec le ballon, sans le ballon. On parlait tout à l'heure des gardiens, le fait d'avoir encaissé que 22 buts. Mais le travail qu'ont fait les attaquants en perte de balle était essentiel dans le système. Ça, c'était une chose importante, ça, justement, cette récupération. C'est essentiel. C'est essentiel dans le système et dans la manière dont Felice propose le jeu. Le travail défensif des attaquants, c'est primordial.
Et parfois, ça les dessert même un petit peu parce que il y a parfois un peu moins de lucidité devant le but, mais on aurait pris beaucoup plus de buts si on n'avait pas ce travail des attaquants. Et je pense qu'au niveau de nombre de buts marqués, on s'en sort pas trop mal. Donc voilà, l'organisation, le respect des consignes, le fait d'être des guerriers, parce que du capitaine au 18e sur la feuille, mais je dirais même au 25e dans le groupe, personne ne lâche jamais rien, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match. C'est ce qui fait qu'on a eu... parce qu'on a eu beaucoup de matchs difficiles. Hein. On a l'impression, quand on voit les résultats, que la saison était facile. Oui, c'est ça, quand je parlais au début de l'émission de surclassement, c'est vrai que, allez, après, quand on regarde en arrière, oui, quand on voit les chiffres, on voit quand même 37 goals marqués, 60 points, 19 victoires, 3 défaites, 2 nuls. Je pense que c'est 57 buts marqués, mais... 50, oui, ça oui, j'ai oublié une petite vingtaine. Petite vingtaine sur le côté, excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais... Mais on a l'impression, finalement, que c'était facile. Ah, mais tout le monde aussi voulait battre l'Union. Et ça, vous le ressentiez, ça? Ouais, quand même. Ouais. Sincèrement, ouais. Et si l'Union n'avait pas été champion, quelle équipe aurait pu être champion, selon vous? Plusieurs équipes, mais... Quelle était la plus difficile à jouer? D'un match à l'autre, c'est difficile. C'est hein. difficile à sortir une équipe. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que on n'a pas eu un match facile contre Molenbeek. Non. Les derbies étaient toujours très acharnés. Ce sont des matchs particuliers. On a, dans la victoire contre Serein à domicile, le 3-2, en début de championnat, on a eu un peu de réussite et on a été mis en difficulté. Hein. Lommel nous a mis en difficulté. On a une très belle équipe de Lommel. Ouais. On gagne 0-1 là-bas, c'était un match très très compliqué. Et honnêtement, on parle de l'Union comme étant l'équipe avec le plus gros budget, l'équipe qui a mis les plus gros moyens. Mais avec un seul joueur, Lommel peut revendiquer un budget supérieur à toute l'équipe de l'Union. Donc ils ont aussi mis beaucoup de moyens. Manchester City qui est derrière, quand vous voyez le petit Diego Rosa qui n'a pas joué beaucoup, qui est arrivé ici, c'est un joueur qui a déjà coûté la bagatelle de 6 millions au groupe City. Mais s'il atterrit en équipe première avec tous les bonus qu'il y a derrière, c'est un joueur qui vaut 26 millions d'euros. Et il joue en division 1B. Et il n'y en a pas un comme ça, hein, ils sont 3 comme ça. Donc, si Lommel garde cette équipe-là, par exemple, à mon sens, ce sera un prétendant au titre l'année prochaine. Voilà, restez avec nous, on fait une petite pause, petite page de pub. Partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Eh bien voilà, on est parti pour cette dernière demi-heure d'émission, toujours avec le Rat et Sandro Salamon. Et on va un peu parler un peu de l'avenir, demain, qu'est-ce qui va se passer demain en D1A. Est-ce que c'est des choses que vous... déjà, je sais pas s'il y a déjà des contacts qui sont pris pour les prolongations de staff ou pas? Ou c'est pas encore le moment, on attend que... Moi, j'avais signé un contrat de 3 ans, donc logiquement, j'ai encore 2 saisons à passer à l'Union. Donc... Voilà, mais je pense que tout le staff sera reçu par la direction technique dans le courant du mois d'avril. Ah oui, ok.
Mais vous, si vous voulez continuer, vous continuez. Je suppose que... On s'y sent bien. Moi, je me sens bien dans le club. Je me sens bien avec mes collègues. Donc, il n'y a pas de raison de changer. Voilà. Vous êtes prêt à faire ce pas de la D1A? Attends, Bien on va sûr. réfléchir. Je t'ai dit quoi? Mais non, est-ce que c'est pas une pression supplémentaire? Parce que là, il y a une exposition il y a des attentes beaucoup plus hautes, surtout quand on est montant. Il y a des attentes beaucoup plus importantes, il y a une pression, il y a une médiatisation encore. Non? Mais ça va dépendre de chaque individu. Je vais dire, il y a dans notre staff, dans notre entourage, des gens qui n'ont pas connu la D1A. Mais par contre, on en a d'autres qui ont beaucoup d'expérience. Je parle en tant que staff. Bon, Felice, on doit pas faire son expérience. Moi, j'ai passé 5 ans à Moucron, j'ai passé 2 ans à Mons en D1A, une année avec Tubize. Donc, je la connais, la D1A. Genk l'année passée, je la connais un petit peu. Il n'y a pas de pression supplémentaire. Notre préparateur physique a été champion avec Anderlecht. Donc, à ce niveau-là, je pense pas qu'il y aura une pression. Il y a des personnes d'expérience qui... Il n'y aura pas une pression supplémentaire par rapport à ça. C'est important d'avoir des gens qui connaissent la D1A dans un staff parce que malgré tout, au niveau des joueurs qu'on a à l'heure actuelle, il n'y en a pas énormément qui ont joué en D1A. Donc, on va devoir les encadrer comme on l'a fait cette année-ci, mais je suis persuadé que ça se passera bien. Pour Felice, de toute manière, c'est acquis. C'était dans le contrat. Oui. Voilà. Mais lui, oui, un petit sourire. Non, il n'y a pas de sourire, c'est que c'est un sport collectif, mais au niveau des contrats, c'est un sport individuel. Effectivement. Malheureusement, c'est la dualité, oui. Ouais, c'est la dualité. C'est la réalité. Donc, vous savez, un entraîneur qui a un contrat de 5 ans, dans 3 semaines, il peut être mis dehors parce qu'il a perdu 3 matchs. Donc, les contrats dans le milieu du foot, ça va, ça vient. Et on n'a pas plus de certitude quand on a 3 ans de contrat ou encore 2 ans de contrat que quand on est en fin de contrat. Il y a pas plus de certitude. Je pense que le travail qui a été fait est de qualité chez tout le monde. Après, il faudra voir si le club a envie de continuer sa route avec tous les membres du staff qui sont là. Et j'espère que ce sera le cas. J'adorerais faire partie de la suite en D1A avec l'Union Saint-Gilloise, c'est clair. Parce que c'est vrai que la réussite, ça attise la convoitise et qu'il y a peut-être des gens qui vont aussi postuler. On sait que parfois, il y a beaucoup de gens qui postulent dans des clubs et autres pour prendre la place d'autres personnes. Ça, vous avez déjà vécu ça? Le fait que des gens postulent, même dans le terrain souvent, mais est-ce que pour les autres membres du staff, vous avez déjà eu ça, l'expérience où des gens ont postulé pour prendre votre place? C'est possible. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis en place. Je me plais bien dans le club. S'il y a des gens qui convoitisent ma place, que grand bien leur fasse. C'est pas pour ça que je vais m'écarter de ma ligne de conduite. Donc, chacun fait ce qu'il veut. On parlait de la pression en début d'émission. Ça fait partie de la pression aussi de savoir que des entraîneurs de gardiens, des analyses vidéo, il y a 18 clubs en D1A et 8 clubs en D1B, il y a très peu de place. Celui qui est derrière et qui a envie d'avoir cette place-là, il va postuler, que ce soit à l'Union, au Standard ou à Anderlecht. Et on doit pouvoir vivre avec ça, sinon on se sent mal tout le temps. Oui, ça c'est clair. Et au niveau des installations, quid pour l'année prochaine? Au niveau du centre d'entraînement, je pense qu'ils vont travailler sur les terrains. Maintenant, on a un super centre d'entraînement à Lire. On a toutes les commodités. Les joueurs ont leur chambre. Il y a une chouette salle de fitness. On a une salle de restaurant. Là, on est vraiment bien. Je pense qu'ils vont aussi entamer quelques travaux sur la pelouse, je pense, au stade Marien. Maintenant, le stade, c'est un bâtiment classé. Enfin, la tribune, c'est un bâtiment classé. Donc, on pourra pas faire ce qu'on veut dedans. Donc là, moi, je fais confiance à nos dirigeants pour faire ce qu'il faut pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles pour bosser. Mais il sera en conformité, vous pourrez... Moi, j'ai pas l'information officielle, mais dans tout ce que j'ai pu lire, on jouera au Stade Marien l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on sera ailleurs. Et je pense que si l'année prochaine, le public pourra revenir petit à petit dans les stades, mais si vous faites partie du staff, et je l'espère pour vous aussi, et je vous le souhaite, mais ce premier match, cette première minute en D1A, c'est quand même quelque chose qui va être
Et c'est un moment, c'est un arrêt sur image avant d'avoir, de se dire, allez, après 48 ans, parce que quand on voit la ferveur et autres, et de se dire, putain, ce première minute-là, l'arbitre va donner le coup d'envoi, et c'est parti, quoi. Ouais, c'est des moments forts. Comme, tu parlais d'émotion tout à l'heure par rapport au message, mais de vivre ça. Bah, ça fait plaisir de se trouver dans cette aventure-là. Ça fait plaisir de faire partie de ce staff. Ça fait plaisir d'être dans ce club parce qu'il y a une histoire. Il y a des gens, comme Sandro le disait, il y a des gens qui vivent Union. Et ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Maintenant, c'est notre job. On travaille toute l'année pour justement vivre ce type de moment. Donc, ouais, la première minute serait importante, comme la première minute du second match. Voilà, encore une fois, on fait ce métier-là pour vivre ce genre d'événement. Il ne peut pas y avoir d'arrêt sur image à la première minute. Nous, on va être focus sur le job qu'on a à faire et on profitera du match après. Peut-être pas tout de suite après, mais dans les jours qui vont suivre. Parce que si on s'arrête en se disant c'est la D1A, c'est probablement la plupart du temps le premier match d'un promu, c'est contre une grosse équipe régulièrement. Donc généralement, oui. Voilà, si on s'arrête là-dessus en se disant waouh, c'est bon, on va en profiter, alors on va très mal en profiter parce qu'on va prendre une casquette. Et on monte pas en D1A pour prendre des casquettes. Mais la réalité va être différente. Quand on passe d'une saison, c'est toujours le problème quand on monte et que finalement on arrive premier parce que on a gagné plus de matchs que les autres. Quand on arrive après comme le promu, on sait qu'on va peut-être avoir à un moment donné plus de défaites ou pas. Maintenant, on a vu au départ le Berscott au début de saison, puis après voilà, il est redescendu. Mais est-ce qu'on appréhende ça aussi? Non, parce qu'on le sait au départ. L'objectif l'année prochaine ne sera pas de jouer le titre. Donc on sait qu'on n'aura pas 60 points à la fin de la saison. Mais la pression est quand même beaucoup plus importante. Parce que là, à ce moment-là, on veut... Parce que, limite, monter est une chose, et puis redescendre l'année suivante, c'est compliqué. Oui, mais enfin, je veux dire, ça fait 48 ans que le club aspire à cet événement-là. Sincèrement, moi, je fais entière confiance à nos dirigeants. Ils vont quand même construire une équipe qui sera compétitive et... C'est pas dans l'esprit de la maison de se dire ok, on a fait beaucoup d'efforts pour monter. Ça fait 3 ans, je pense que nos dirigeants ont repris le flambeau à l'Union. Ils ont fait énormément d'efforts, énormément de sacrifices. C'est pas pour aller jouer un an en Division 1 et se faire ridiculiser devant tout le monde. Donc là, moi, j'ai entière confiance à l'équipe dirigeante pour justement nous construire une équipe qui pourra tenir la route en Division 1. Donc ok, logiquement, on devrait pas faire la même saison que cette année-ci, mais on fera pas non plus les rigolos en Division 1, je pense pas. Ben, j'espère. Non, ça fait pas partie de la maison, donc. Ça, j'ai bien compris depuis le début de l'émission. Et qu'est-ce que vous faites pour continuer à vous former, en fait, pour continuer à progresser? Parce que je vois quand même que vous êtes dans cette dynamique de toujours être professionnel, de pouvoir apporter le meilleur. Mais comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour se ressourcer quand on est dans une saison comme ça où on donne? Qu'est-ce que vous faites pour continuer dans vos domaines? On échange beaucoup entre nous. Voilà, Sandro, il regarde beaucoup de matchs. Il me dit, ah, tiens, t'as vu, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis moi, j'ai dit, tiens, Sandro, qu'est-ce que tu penses si on fait ça? Donc, je pense que on se forme déjà entre nous parce qu'on échange beaucoup. Puis bon, on va pas se voiler la face non plus. Il y a Internet qui est une source importante de données, donc on peut aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et puis l'améliorer à notre sauce, quoi. Donc toi, Sandro, c'est regarder des matchs, analyser des matchs? Ouais, au niveau de l'analyse vidéo, c'est un peu particulier parce que la fédération a mis en place un partenariat avec la société Eudel depuis maintenant 2 ans. On va rentrer dans la 3e année. Et donc, le Head of Performance de la fédération belge, qui est Luc Benstedt, a voulu insuffler un vent nouveau en termes d'analyse. Et donc, on se réunit régulièrement, j'irai une fois tous les 2 mois, en colloque entre nous. Il nous donne un petit peu de matière sur la manière dont il travaille avec la fédération belge au niveau des Diables Rouges. Tout un tas de trucs qui nous permettent d'être meilleurs si on a envie de les prendre, et si on a l'impression que la méthodologie de travail ne nous convient pas, on passe à autre chose, c'est pas un problème. Mais on se retrouve avec tous les analystes de la D1A et de la D1B tous les 2 mois à s'échanger des informations, pas sur la manière dont on appréhende un adversaire, mais sur une manière analytique de travailler. Et en termes de performance, je pense qu'il y en a pas un qui peut dire qu'il a régressé, en tout cas
en participant à ça. Et donc la fédération a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire en termes d'analyse vidéo. Il faut les remercier aussi à ce niveau-là, parce que sans ça, on n'aurait pas de caméras qui nous permettent d'avoir des images en grand angle en direct, pour en plus de donner notre point de vue à l'entraîneur, lui montrer sur image. On a les stades qui sont équipés de caméras, on a tous les matchs en Oui, vous avez grand tous les matchs, angle c'est ça l'avantage. Oui, c'est ça de l'avantage. toutes les équipes. Et donc, j'espère que ce partenariat va continuer longtemps, parce que en termes d'analyse vidéo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous permet d'aller dans des détails et de progresser. Et je pense qu'on est précurseur en la matière en Belgique, parce que pour avoir vu à Liverpool l'année passée en Ligue des Champions avec Genk, au moment où on a été joué là-bas, ils installaient ce système-là. Donc ils ne le maîtrisaient pas encore, là où nous on l'avait déjà depuis plus d'un an. C'est pas qu'ils le découvraient, mais ils commençaient à travailler avec ce système-là pendant les matchs en live. Et donc ce que la fédération a mis en place est tout bonnement extraordinaire. Et sans cette plateforme, alors, tu aurais dû peut-être te débrouiller tout seul, ou pas? À ce moment-là, on doit avec filmer. des contacts, on a toujours ces contacts On aussi. doit filmer nos matchs, et puis on doit travailler sur des images télé, ce qui est un peu moins facile pour voir les détails. Et puis on se déplace, on va dans les stades, on va voir les matchs, on prend des notes, et le travail est un petit peu plus fastidieux, un petit peu plus long, parce qu'on a beaucoup plus de kilomètres à faire, mais la finalité restera quand même la même. Est-ce que au niveau vidéo, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent, qui vont encore se développer, ou? Oui, il y a énormément de choses. La technologie permet d'avoir maintenant la possibilité de tracer un joueur en direct pendant le match, pour savoir les distances qu'il court, pour savoir la vitesse à laquelle il court en instantané. On a tout ça avec les données GPS au point de vue du préparateur physique, mais il y a maintenant des sociétés qui arrivent avec des démos qui nous permettent de tracer en live. Et donc, comme on l'a sur le système, on pourrait l'avoir directement à la mi-temps pour montrer à un joueur. C'est une bêtise, mais ça m'est arrivé dans ma carrière de dire à un joueur à la mi-temps, sur cette phase-là où on concède une grosse occasion, tu n'as pas donné ton maximum pour revenir. Et le joueur me garantit qu'il a sprinté à 100%. Et puis, 2 jours après, quand on a retracé toutes ses courses et qu'on lui dit, tu vois, t'as couru à 27 km/h, mais aux entraînements, t'arrives à courir à 32. Ça veut dire que les 5 km/h, c'est énorme. T'aurais pu revenir, donc t'as pas donné 100%. Ou à la contrario, t'es arrivé un peu trop tard sur une occasion de but franche, il te manque un petit millimètre, mais on a vu que t'avais couru au maximum de ta vitesse, et donc on peut pas te reprocher de ne pas avoir tout donné. Ça arrive, mais c'est extrêmement cher. Ouais. Effectivement. Mais c'est clair que les joueurs, là-dessus, ne peuvent plus tricher maintenant. Avant, on pouvait dire au coach, oh, t'as mal vu, ou tu interprètes mal. Et ça, ils sont, est-ce que les joueurs sont demandeurs de ce genre de choses par rapport à leur course, à leur développement et autres? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils demandent pour pouvoir... Oui, le lendemain du match, on reçoit les images. On a tout un tas d'aides technologiques, mais on reçoit les découpages des images individuelles. On leur met sur une base de données, ils peuvent revoir leurs propres images et se faire déjà un premier avis sur leur performance. Puis derrière, on arrive avec un débriefing collectif où on montre la manière dont l'équipe se comporte. Parfois, on pointe des individus, mais je dirais qu'il y a 80% des joueurs qui commencent un match qui sont demandeurs d'avoir leurs images très vite après pour pouvoir essayer de progresser dans leur domaine. Voilà, dernière page de pub, et après on revient pour les dernières 20 minutes de notre émission.
Arabelle, 106.8 FM à Bruxelles. En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, on est parti pour ce dernière ligne droite de cette émission Zone Technique avec Laurent Derat et Sandro Salamon, et on salue Feichi Mazou qui nous suit actuellement. Voilà, donc voilà, on lui fait un petit coucou et on espère que son staff a été à la hauteur ce soir. Enfin, j'espère que ça a été à la hauteur. Mais voilà, on a un peu démystifié un peu ce titre, on a un peu découvert un peu tous les aspects, tout le travail qui est derrière, parce que finalement, à part les résultats sur le terrain, parfois on ne perçoit pas un peu toutes ces choses quand on fait pas partie du milieu. Et alors, petite réaction de ton épouse Sandro qui disait que tu travaillais plus que 60-80 heures. Donc voilà. Donc on disait déjà, il travaille 60-80 heures, même pas en plus. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, c'est ce qu'on dit. C'est ça, regarder des matchs de foot, déjà un match dure 2 heures, donc on regarde la Ligue des Champions, on regarde les grands championnats européens. Elle fait du découpage vidéo? Tu l'as initiée au découpage vidéo? Non, elle est dégoûtée du foot. Et toi Laurent? Non, ma femme non plus. Hein. Non plus. Non. Voilà. On parlait tout à l'heure de continuer à se former. Comment est-ce qu'au niveau des gardiens, toi, tu continues à te former? Parce qu'on parlait qu'il y a cette plateforme grâce à Hudl, d'avoir cette plateforme des échanges justement entre tous ces analystes de D1A et D1B qui est finalement une belle plateforme d'échange. Et au niveau des gardiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ou toi tu travailles, tu as des contacts d'autres? Moi j'ai passé mes diplômes à la fédération. Et je vais entamer normalement au mois de septembre, si le Covid le permet, ma dernière année, donc mon UFA à goalkeeping. Donc là, je pense que c'est très intéressant parce que c'est surtout une bourse d'échange. Il y a du travail à faire, mais on côtoie aussi pas mal d'entraîneurs, donc j'espère que ça se fait à livre ouvert, donc on peut vraiment échanger nos expériences. Maintenant, voilà, pour tout ce qui est entraînement, etc., il y a Internet, on regarde un peu ce qui se fait à gauche et à droite, ce qui se fait dans les tout grands clubs, et puis on essaye un peu d'adapter ça à sa sauce et à sa personnalité, quoi. Est-ce que tu as des échanges avec d'autres entraîneurs gardiens du niveau D1B, D1A ou autre? Je vais dire oui. J'ai Michel Yanakon qui est en Égypte, avec qui je parle régulièrement. Cédric Bertolin aussi qui est à Charleroi, avec qui j'ai quelques échanges. Et puis pas mal aussi sur Instagram, on s'abonne par exemple avec Franz Hoek, on voit quand même pas mal de choses. On peut, il y a Thierry Barnerat, le Suisse aussi. J'ai Alexander Wenzel qui a une chouette plateforme au niveau des développements d'entraînement, avec qui je suis quand même en contact. Donc voilà, j'essaye par mes propres moyens d'élargir un peu mon cercle de connaissances à ce niveau-là. Sujet, on va faire une petite pub aussi pour la communauté des entraîneurs francophones de football, parce qu'on vous rappelle qu'on a notre colloque annuel, qui sera en webinaire malheureusement, ce lundi 29 mars avec Chris Van der Haag, donc qui est aussi assistant coach au Red Flame et directeur de la formation au niveau de l'Union belge, sur la vision de formation belge et application dans les équipes nationales. Ça fait partie, ça contribue à continuer à se former, et malgré le Covid, je pense qu'on a découvert aussi toutes ces formations en ligne, et on se rend compte que finalement il y a peut-être des formations peut-être traditionnelles où on devait se déplacer qui pourraient, j'en parlais avec Jean-Louis Osfeld, le manager de la formation des cadres à la CFF, qui disait il y a peut-être des modules qui pourraient se donner à distance maintenant et éviter tous ces déplacements. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important. On a eu l'occasion de faire d'ailleurs un module sur l'analyse vidéo il y a un an d'ici, un peu moins d'un an. Effectivement, à l'époque du confinement l'année passée, il y a tout un tas de colloques, de séminaires qui sont sortis dans tous les pays. J'en ai suivi un de Liverpool, j'en ai suivi un d'un club espagnol aussi. Je ne sais plus lequel c'était exactement, mais il y a vraiment énormément d'informations qu'on peut trouver. Et je suis certain qu'avec Chris Van der Haag à la barre, ça sera quelque chose de haut niveau. Oui, au niveau enseignement, pédagogie, il est top, et on est à peu près 600 inscrits pour l'instant, donc voilà. Et c'est vrai qu'au niveau des cours en ligne, il y a l'Atlético Madrid aussi qui
qui propose des cours en ligne, et l'Olympique de Lyon aussi récemment avec Pierre Sage qui a un peu goupillé tout ça. Donc on voit qu'on a mis le pas. Alors qu'avant le Covid, on était un peu réticent, je pense. Hein, même au niveau des réunions visio. Moi, je me rappelle que quand on proposait ça, il y a des gens qui se sentaient pas à l'aise d'être devant une caméra. Et puis maintenant, finalement, on a Je pense que c'est une adaptation qui va être donc c'est quasi obligatoire. Hein, quand on voit ce qui se passe, c'est pas facile. Et puis voilà, c'est un mode de vie qui va être adapté. Hein. C'est le point un peu positif, enfin, c'est un des points positifs aussi du Covid, d'avoir ce genre de choses. Mais alors, maintenant, derrière ça, c'est que parfois on enchaîne trop de réunions en visio parce que on ne se déplace plus, on est à la maison, mais parfois on voit des enchaînements de réunions. Voilà, ça c'est le point positif. Ce soir, on a les Diables Rouges qui jouent contre le Pays de Galles. Hein, c'est pas non plus une petite équipe. Votre pronostic? 3-0. Optimiste. Toujours. Et toi, 2-1. Laurent? 2-1. 2-1. Ouais. Ça sera un match facile pour penser ou pas? C'est quand même, au niveau qualité, on va pas diminuer les qualités du Pays de Galles, mais je dirais très secement, on est plus fort. Mais c'est vrai que parfois, sur la mentalité des Gallois, il y a quand même... Il n'y a pas de match facile à ce niveau-là. Hein. Je sais pas, tout à l'heure, tu me disais que le Luxembourg avait démarré le match difficilement face au Qatar. Je sais pas ce que ça a donné à la fin du match, mais... Ouais, parce qu'il y a un gardien qui joue de l'Union Saint-Gilloise. Ouais, Anthony joue ce soir, il joue à 18h. Ah, Anthony Maurice. Toujours 1-0 et ils viennent de prendre une carte rouge. Il vient de prendre une carte rouge, voilà. Donc non, il n'y a pas de match facile, je pense. Tous les matchs internationaux sont des matchs haut niveau. Donc... Tu parlais d'humilité tout à l'heure. Le staff des Diables Rouges a aussi cette humilité-là. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer ce giron-là pendant la Coupe du Monde, et je peux dire avec certitude que les matchs faciles, ils les connaissent pas, parce que l'entraîneur derrière met tout en œuvre pour que tout soit parfait, afin qu'un résultat positif arrive. Et donc, il lâche rien au niveau de la préparation. Et quand on gagne parfois un match 3-0, 4-0, 5-0, faut jamais penser que c'est des matchs faciles, parce que le score est large. Peu importe l'adversaire, il n'y a plus une équipe simple en Europe et au niveau international. Donc, même si tu gagnes 3-0 contre le Pays de Galles ce soir, je suis sûr et certain que ce sera pas un match facile. C'est des détails, et Roberto Martinez a montré qu'il maniait les détails à la perfection, ou presque, ces dernières années. Et c'est grâce à cela que tu penses qu'il a ce côté serein. Il a toujours cette sérénité, en fait. Même dans les matchs difficiles, on va dire qu'il est digne exemplaire, mais on le voit rarement exploser. Je pense que, Sandro le connaît mieux que moi, mais je pense qu'il laisse rien au hasard, et à partir du moment où il essaye de pouvoir gérer, comme tu disais tout à l'heure, les 80% au mieux, et puis les 20% c'était de l'aléatoire, si déjà il cadenasse ces 80% là à la perfection, c'est déjà... c'est pas mal, hein. Puis ça lui permet quand même d'être serein pour beaucoup d'autres choses, quoi. Et puis sur le plan tactique, il est vraiment très très fort aussi, parce que il a été énormément critiqué par une certaine partie de la presse ou de la population. C'est parce qu'il ne changeait pas de beaucoup de systèmes. Il a prouvé en Coupe du Monde qu'il était capable de changer de système. Alors les détracteurs disent oui, Brésil c'est pas passé contre la France. Pas gagner tous les matchs, mais quand je vois le nombre de matchs gagnés et le nombre de défaites, je pense que personne n'est apte à critiquer cet entraîneur. Non, tout à fait, ça c'est clair. Mais est-ce que parfois c'est pas une question de frustration, ou comme tu dis, quand tu vois tous les résultats et à un moment donné on n'arrive pas à passer le cap, à un moment donné, à avoir ce titre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on fait un parcours quasi parfait, et puis à un moment donné ça passe pas. Mais du détail. On l'attend ce titre, et on l'attend encore ici avec l'Euro. Du détail, quand vous regardez la Coupe du Monde, le match contre le Brésil, la réussite est un peu pour nous, puisque l'autobut sur le 1-0 débloque un petit peu le match, puis le 2-0 nous permet d'être un peu plus serein, mais derrière on a souffert quand même. On a dû avoir quelques arrêts de Thibaut Courtois qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Puis derrière, le match contre la France, moi je me souviens qu'à 0-0,
Lloris fait 2 gros arrêts. Et pour le même prix, on gagne 2-0 ce match-là. Et peut-être qu'on est champion du monde. Personne ne le dira. Peut-être qu'on perd contre la Croatie en finale. Mais voilà, c'est du détail. Tout le travail a été fait de la même manière, comme ça a été fait pour tous les autres matchs, plus que probablement. Le détail, la pièce est tombée du côté français à ce moment-là. Ça c'est tombé parfois de notre côté, mais quand ça tombe souvent de votre côté, ça veut dire que le travail est bien fait. Malheureusement, pour un titre, il n'y a pas que la Belgique qui veut un titre. L'Allemagne, on parle de titre mondial, mais il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre, il y a la Belgique, il y a le Brésil, il y a l'Argentine. On peut citer 10 équipes qui sont favorites. Et de ces 10 équipes-là, on finit dans les 3 premiers. C'est extraordinaire. Je pense que l'objectif doit toujours être de gagner une compétition, mais on peut pas juger négativement une génération parce qu'elle n'a pas gagné un titre non plus. Oui, mais en fait, le problème, est-ce qu'on n'a pas mis, peut-être la presse, tout le monde, les supporters, un peu trop d'attentes? Est-ce qu'on a un peu pas... Parce qu'on n'a pas peut-être trop d'attentes par rapport à notre équipe nationale. Non, parce que si on veut gagner un titre, il faut qu'il y ait des attentes. Et la pression, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, elle va être là pour les joueurs. Mais tout le monde veut qu'on soit champion d'Europe. Tout le monde signe pour ça. Les joueurs et Roberto Martinez aussi. Et eux en premier, plus que probablement. Mais si c'était aussi simple que ça se saurait. Et je vois la France qui a été championne du monde après une grosse désillusion 2 ans plus tôt dans l'Euro avec une finale perdue contre le Portugal alors qu'ils étaient super favoris, Ronaldo qui se blesse. Tout est fait pour que la France soit championne, gagne le titre. Ils la gagnent pas et probablement qu'ils ont été champions du monde grâce à cette expérience-là. J'espère qu'on sera champion d'Europe grâce à l'expérience de la France de la demi-finale de la Coupe du Monde. Ton pronostic, Laurent, pour l'Euro? Tu vois quoi en finale? En finale? Oui. On va dire la Belgique. La Belgique, oui. La Belgique. Contre? Le Luxembourg. Allez, une finale. Ça serait pas mal, c'est la Belgique-Luxembourg. Hein. Allez, Belgique-France. Avec Maurice dans les buts. Belgique-France, et tu prends ta revanche et tu gagnes. Ce serait quand même une belle revanche. Il n'y a pas de revanche à prendre, il faut gagner. Oui, mais il y a quand même, Voilà, il faut gagner, on en tout à parlait fait. tout à l'heure avec Genk et Felice, il n'y a pas de revanche à prendre. Un titre, peu importe contre qui, si on a la possibilité de le faire, il faut le prendre. Hein. On le prend et Felice est toujours en ligne parce que là, il m'envoie des messages, il dit qu'on parle vraiment bien. Hein. C'est vrai? Ouais. Voilà. Il est fier de nous. Tant mieux alors. Mais on n'a pas parlé de son bic à 4 couleurs, donc là il est un peu... Oui, justement, j'allais y venir. Il paraît qu'il a des outils comme ça. Il a des outils particuliers par rapport aux autres. On a parlé d'un bic à 4 couleurs. Exact. Ouais, son bic à 4 couleurs est probablement son outil le plus performant tout au long de la saison. Ouais. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait avec son bic à 4 beaucoup couleurs? de choses. La créativité vient de là. Ah, ok. Il prend son inspiration avec son bic de 4 couleurs. Ouais. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un fluo aussi? Si, les fluos, mais les fluos c'est plutôt pour séparer les 2 équipes, mais au début il y a toujours le bic à 4 couleurs. On part jamais d'une feuille blanche, on part d'une feuille blanche et du bic à 4 couleurs. Ok. Je vous avais dit qu'en début d'émission, on allait connaître tous les secrets de ce titre de l'Union Saint-Gilloise. Ben, je crois que ce soir... le bic en 4 couleurs en fait partie. Le bic à 4 couleurs, ça va rester mythique, ça. Attention, parce qu'à un moment donné, peut-être un sponsor, par Bic, justement. Voilà, pourquoi pas. Voilà, le Bic Felice, Mazou, 4 couleurs, qui vous portera bonheur ou chance. Voilà. On lui souhaite en tout cas. On lui souhaite aussi. Voilà. L'année prochaine, vous pensez que après l'Euro, Martinez va continuer ou pas? Parce qu'on en parle de plus en plus dans la presse. C'est vrai qu'il n'est pas très loquace, mais votre avis, il va continuer ou pas? Ou on arrive à une fin de... Je sais pas s'il va continuer, mais ce que je peux dire, c'est que s'il ne restait pas, à mon sens, ce serait une grosse perte pour le football belge. Oui, parce que ce qu'on ne sait pas, enfin, on le sait quand on est dans la maison, ou plus ou moins dans la maison, c'est tout le travail qu'il a fait aussi avec des autres équipes nationales jeunes aussi. Ça, il faut le dire, parce qu'on avait eu très peu des sélections nationales qui se sont occupées des équipes jeunes en dessous. Pas seulement les espoirs, mais ça, on peut le dire. Tant sur le plan du travail que sur le plan humain, j'ai eu l'occasion de travailler pendant de nombreuses années pour la CFF et donc d'être dans les mêmes locaux que le sélectionneur. Il passe à côté de vous, il va vous dire bonjour,
il va prendre du temps pour vous parler. Ça n'a pas toujours été le cas et chacun a sa personnalité, mais Roberto est quelqu'un qui donne de l'importance à tout le monde. Et je retrouve ça chez Felice aussi. On en parlait tout à l'heure. Et donc, non seulement sur le plan tactique, c'est un grand entraîneur, mais en plus, humainement, c'est quelqu'un qui mérite tout le respect. Et entre DA de l'Union Saint-Gilloise l'année prochaine en DA1 ou si on l'a pas en équipe nationale, Felice, qu'est-ce qu'il va choisir? Tu veux que je lui demande maintenant? Tu peux lui demander. Peut-être un scoop. Tu choisis quoi là? Dis-moi. Voilà, Felice, donc réponds à Laurent de savoir. Tu veux quoi? L'équipe nationale ou bien T1 Voilà, si on apprend que Roberto Martinez finalement va vers d'autres cieux, parce que il a beaucoup d'appels, hein, ça c'est clair que le travail qui a été effectué, c'est clair que ça incite beaucoup de clubs à pouvoir l'engager, ça c'est clair. Mais après, est-ce que ça peut être compliqué de remplacer Roberto Martinez? Parce qu'il a quand même, il a laissé quand même une marque, tu dis un respect, des valeurs, un travail. Est-ce que c'est pas compliqué toujours après d'arriver comme ça après ce genre de personnage? C'est l'entraîneur qui va suivre qui pourra répondre à cette question-là, mais c'est sûr que la pression dépendra aussi de à quel moment il partira et avec quel... Il vient de répondre là. Il vient de répondre. Et avec quel titre ou pas. Oui, avec quel titre ou pas. Et quelle est sa réponse? Il veut surtout être heureux, il me dit là. Ça c'est déjà important. Ouais, et on donc, lui souhaite. Voilà, et il nous traite de malades. De fous. Mais est-ce que le staff n'est pas à l'image de l'entraîneur? Je pense. Aussi, c'est ce qu'on dit toujours. Je crois que je l'ai un peu perçu comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce que vous avez un plan de carrière? Est-ce que vous vous dites un jour, je vais être vidéo-analyste d'une équipe nationale, d'une équipe top européen ou d'une... Non, aucune perspective à ce niveau-là. J'ai pas personnellement pas de plan de carrière. Après, la seule chose qu'on peut me souhaiter avec certitude, c'est la santé pour mes enfants. C'est le plus important. La santé, effectivement, dans le contexte actuel, continuons à garder ces gestes barrières, même si le vaccin arrive, on arrive, on est à 10% de la population, ça va s'accélérer, mais il faut continuer à garder ces gestes barrières parce que finalement on va encore traîner ça encore longtemps. Ça fait déjà plus d'un an maintenant. C'est compliqué mentalement, physiquement, et puis on a perdu nos repères sociaux aussi. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un en voiture qui me dit, moi je me rappelle dans le premier colloque de la CEF en 2017, l'année passée quand on a fait le colloque avec Michel Prudhomme, il me dit, mais je me suis rappelé que j'ai embrassé une fille en fait. J'ai donné une baise. Et c'est vrai que on a l'impression que c'est loin en fait dans nos relations maintenant où avec nos coups, nos poings, il y a cette distance là et c'est vrai qu'il faut continuer à garder ces gestes barrières, à respecter ces gestes barrières et même si c'est compliqué parce qu'on a vu ces derniers temps des choses qui sont pas très correctes dans les bois, dans les places et autres. Je peux comprendre qu'il y a eu un soulèvement de la population, mais si on continue comme ça l'année prochaine, les stades seront vides et on continuera à regarder le foot à la TV, on continuera à faire des réunions en visio, et finalement ça va devenir impersonnel en fait. Voilà, les gens doivent garder nos distances, pas de troisième mi-temps, ça va être compliqué. Donc là-dessus, continuons tous vraiment respecter ces gestes barrières, continuons continuons à nous adapter, voilà, continuellement. Voilà. D'autres messages peut-être? Oui, il nous aime là. Il vous aime. Il nous aime. Il a dit je vous aime et puis voilà. Je voudrais vraiment vous remercier ce soir d'être venus, Sandro et Laurent. Merci pour vos partages d'expériences, vos petites anecdotes et aussi tout le travail qui a été effectué derrière et de ce staff. Et on comprend mieux encore maintenant tout ce qui a été réalisé. Féliciter aussi Felice pour son titre. Et on vous souhaite vraiment bonne merde pour l'année prochaine. Voilà. Donc voilà. Donc Felice, je pense qu'ils veulent rester dans ton staff. Donc là, je pense qu'ils l'ont clairement marqué. Et puis, qu'est-ce qu'on dit le mot de la fin? On ne change pas une équipe qui gagne. Merci. Sur le site flyer.be, je commande tous mes imprimés. Moi, grâce à flyer.be, je booste mon image et je respecte les normes sanitaires.